Yo! J'avais expliqué la semaine dernière que cette semaine, on allait faire un épisode un peu spécial qui est pas vraiment une étagère à manga, c'est un complément à l'étagère à manga, une desserte à manga, je sais pas comment dire. On va reparler de mangas dont j'avais déjà parlé, qui ont déjà eu droit à un épisode, mais qui n'étaient pas terminés à l'époque de l'épisode, qui étaient sur des séries en cours, séries qui sont depuis terminées. Donc c'est juste pour vous donner mon avis final. Est-ce que ça a évolué par rapport à l'épisode que j'avais pu faire dessus? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou non? Voilà, est-ce que tout ça... je ne sais pas où je vais avec ma phrase, mais vous avez compris le principe. J'en ai pris 5, 6, 6 très précisément. Il y en a peut-être un peu plus. Est-ce que j'ai tout pris? Je ne sais pas. Je crois que j'ai un peu tout pris sur les séries dont on a parlé qui sont pas terminées. Enfin, qui n'étaient pas terminées au moment de l'épisode. Vous avez compris. C'est dur à expliquer visiblement, alors que c'est très simple à comprendre. J'en ai pris 6. Je sais pas par laquelle commencer. On va pas refaire une analyse complète, hein. Si vous voulez avoir des détails sur la série, allez voir plutôt les épisodes de l'étagère à manga. Je vais vous mettre les liens en description. Là, c'est vraiment juste mon bilan final. Est-ce que je continue à penser du bien de telle ou telle série, du bien ou du mal, voilà. On va commencer par, je sais pas laquelle vous voulez. Vous ne pouvez pas vraiment me répondre. On n'est pas en live. On va commencer par celui-là, l'ère des cristaux, qui s'est terminé il y a pas très longtemps. Il y a vraiment très peu de temps. Dont le dernier tome s'est fait attendre parce que, en fait, quand j'ai parlé de l'ère des cristaux, euh, on était au 12e tome, et ça c'est le 13e, le dernier. Donc ça fait plus d'un an, je crois, qu'on attendait le 13e. Ça a pris du temps, les couvertures sont toujours aussi belles, ça brille. Je sais pas si vous voyez bien l'effet cristallisé, justement. L'ère des cristaux, super série, incroyable. C'était trop bien, qui mélange plein de genres, qui mélange plein de tonalités, Ça commence presque comme un manga un peu comico-bizarro, on sait pas trop. Il y a des grosses phases d'action très shonen, quasiment, et ça se termine dans un truc ultra philosophique. Et ce dernier tome est très particulier. Alors, l'avant-dernier, le 12, était déjà particulier. C'était déjà très spécial. Le 12, ça commençait à embrayer sur ce qu'allait être la fin. Mais le 13, c'est quasiment un truc expérimental. Je vais pas vous raconter ce qui s'y passe parce que c'est la fin de l'histoire. Mais il y a une énorme évolution par rapport au début. Si vous feuilletez un tout petit peu le 13, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'est la série au départ. Vous reconnaissez rien, je pense. Enfin, vous reconnaissez un peu le style graphique, mais tout a évolué, tout a changé. Y a plus rien qui ressemble au début de l'histoire. Et même la tonalité est très très philosophique dans le dernier. C'est presque un essai philosophique, le dernier tome de l'ère des cristaux. Mais c'est très réussi, et c'est pas, contrairement à beaucoup de mangas qui se terminent un peu en philosophie comme ça, en grand discours, ce n'est pas une fin facile. C'est pas un truc à la Tsutomu Nihei, pour dire les noms, c'est-à-dire où ça se termine avec des grandes métaphores, des grandes philosophies, parce qu'en fait, on sait pas trop comment terminer l'histoire. Là, c'est une vraie fin thématique à l'histoire. Ça a un sens que ça se termine avec ce discours philosophique. C'est pas nihiliste, c'est autre chose. C'est un truc sur l'espoir, mais la construction qui nécessite destruction. Ça parle un peu de tout ça. Ça parle de la réinvention de soi, de qu'est-ce qu'une identité même. Ça parle un peu de tout ça, qu'est-ce qu'une conscience. C'est vraiment super bien. Cette série, de manière générale, était incroyable. J'ai adoré du début à la fin. Lisez-la, il n'y a que 13 tomes, c'est pas énorme pour une série finalement. C'est très particulier, vous avez pas lu quelque chose comme ça, je le sais, il n'y a pas quelque chose comme ça, c'est très à part. C'est un grand manga, vraiment. Haruko Ichikawa, l'autrice, a fait un peu un chef-d'œuvre avec l'ère des cristaux, et la fin est à la hauteur. C'est très particulier. Euh, les tomes 12 et 13, surtout le tome 13, mais déjà un peu le tome 12, sont presque comment dire, c'est compliqué, c'est presque un épilogue qui est autre chose. L'histoire, à partir du tome 11, on a déjà à peu près la fin de l'histoire. Et le tome 12 et 13 apporte quelque chose de très nouveau, en fait, mais qui n'est pas, on repart pas sur autre chose, c'est vraiment une conclusion à l'histoire, mais une conclusion très particulière. Haruko Ichikawa, pendant toute la durée de la série, de toute façon, a beaucoup joué sur une chronologie très lente, où en fait certaines actions se passaient sur des milliers d'années, parce que l'ère des cristaux, c'est parce que les personnages sont en fait des personnages minéraux, ce sont des pierres qui ont forme humaine, mais ce sont des pierres. Et
ce qui fait qu'elles sont immortelles et que le temps n'a pas la même valeur pour elles. Quelque chose qui se passe sur 1000 ans, pour elles, c'est pas si long. Donc l'action joue beaucoup là-dessus. Et ce dernier tome aussi se passe sur des milliers d'années, en fait. Mais des milliers d'années qui passent très vite. C'est très particulier. Vraiment, lisez l'ère des cristaux. La fin est à la hauteur. J'ai adoré du début à la fin. Et comme vous le voyez, le dernier tome était offert, enfin était vendu avec un ex libris que je vais vous montrer. Je l'ai mis à mon mur. Je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais que sympa. Bon, c'est pas le cadeau du siècle ni rien, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit dessin encadré. Voilà. Je vous montre un peu mon mur. Je vais faire une vidéo, j'y ai pensé, je vais faire une vidéo sur les trucs accrochés à mes murs. Pas forcément liés au manga, mais il y en a liés au manga, comme vous voyez. Hop, Ère des cristaux, c'est fait. Encore une fois, si vous voulez une analyse plus complète, vous allez voir la vidéo originelle. Insomniac, ça va aller plus vite. Insomniac de Makoto Jiro. Série qui, pour le coup, qui n'évolue pas beaucoup par rapport à son début. Contrairement à l'ère des cristaux, il y a vraiment une très grosse évolution si vous comparez le premier tome et le dernier. Là, Insomniac, si vous comparez le premier tome et le dernier, c'est toujours la même histoire, toujours les mêmes personnages. D'ailleurs, la couverture, c'est marrant parce que ça, c'est le dernier, le 14e. Et la couverture rappelle le premier. L'autrice a remis les personnages un peu dans la même situation, comme vous voyez. Mais sauf que maintenant, il sourit. Et il ne souriait pas sur la première couverture. C'est une série donc qui n'évolue pas beaucoup, c'est pas une série qui va surprendre ses lecteurs, hein, Insomniac. Et la fin n'est pas surprenante non plus. C'est ce que vous pouviez imaginer assez rapidement dans la série. Mais ça reste trop bien. C'est une des plus belles séries de tranches de vie que je connaisse, vraiment. Elle est d'une douceur, d'une gentillesse, il y a un truc de bienveillance envers les personnages qui est très rare dans un manga. Makoto Jiro, on sent qu'elle aime ses persos, elle a envie que ça se passe bien pour eux. Il y a très peu, je crois que je l'avais dit dans mon analyse, mais il y a très peu d'adversité. Salut Ronnie. Il y a très peu d'adversité dans Insomniac. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas d'ennemis. Il y a quelques conflits, mais c'est pas, c'est jamais négatif en fait. Il y a toujours c'est un peu un manga sur l'espoir, sur l'amour, sur la bienveillance, comme je disais, sur le fait d'être positif, même dans des situations compliquées. Donc ça tourne autour d'une adolescente qui a une maladie très grave, qui probablement va la condamner, et d'un mec qui tombe amoureux d'elle, tout simplement. Et on va suivre leur histoire d'amour avec leurs amis autour. Les personnages secondaires sont très chouettes aussi, très bien développés. Ils sont pas, c'est pas juste des faire-valoir. Et il y a un truc même si, comme je dis, c'est très positif tout ça, c'est quand même réaliste en fait. La manière dont sont traitées les relations entre les personnages, les interactions, tout ça. Il y a un sentiment presque de naturalisme. Makoto Jiro est allé chercher. Quelque chose d'extrêmement proche du réel, qui sonne comme des situations qui pourraient exister. Et moi j'ai adoré suivre cette série, pardon. Comme je dis, c'est pas surprenant, c'est pas une série à intrigue. Il y a pas, vous allez pas être tenu par un suspense incroyable ou je sais pas quoi. Non, c'est une série de tranche de vie, vraiment, et qui est super bien. Voilà, qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle à mettre dans les séries de tranche de vie. Sur le même podium qu'une série comme Irayasumi par exemple, qui Irayasumi a beaucoup de retours très positifs, les gens adorent cette série, à juste titre, c'est mon cas aussi, j'adore Irayasumi, mais Insomniac est genre tout aussi bien en fait. C'est pas la même histoire qui est racontée, mais on est dans le même genre, et c'est trop bien du début à la fin, Insomniac. Pareil, franchement, lisez-la si vous aimez les histoires un peu douces, les histoires d'amour, d'adolescence, de passage à l'âge adulte, des coming of age, comme on appelle. C'est un très 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 bon manga du début à la fin. On va pas chercher les mêmes choses que dans un manga d'action évidemment, mais c'était super. Voilà, j'ai adoré le ride Insomniac, et c'était un manga d'ailleurs que je lisais très vite. Il se lit vite quoi. Les tomes, il y a pas énormément de dialogue. C'est beaucoup, c'est très contemplatif. Il y a les situations, comme je vous dis, il y a un truc naturaliste. Donc Makoto Jiro les fait durer le temps qu'il faut, nous montre chaque réplique du dialogue, le décor, les objets qui les entourent. C'est vraiment, et en plus j'aime beaucoup son dessin. J'aime vraiment beaucoup le dessin de cette autrice. Vous voyez des cases comme ça, j'adore. C'est très très beau. Le jeu sur la lumière. Elle est sous son drap en train d'écouter son copain au téléphone. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est un très chouette manga, très joli du début à la fin. Lisez-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux mangas un peu moins intéressants, entre guillemets. Losers, j'avais fait un petit épisode dessus, donc c'était un manga en 3 tomes. Ça y est, les 3 tomes sont parus. Je l'avais fait, il y avait que le premier tome quand j'avais fait la vidéo. Losers, chronique d'un magazine légendaire qui retrace, donc c'est une histoire vraie, qui retrace la création et l'essor
du magazine Manga Action, qui plus tard donnera, enfin, qui est né de Manga Story. Et voilà, Manga Action, c'est un gros magazine de manga au Japon, qui est notamment un peu le magazine qui a lancé le seinen, hein, le manga pour adultes. Enfin, le manga pour jeunes adultes en tout cas. C'était très cool. C'est plus à voir comme un documentaire, presque un peu. Ça nous ramène à une autre époque du manga. Voilà les débuts. Le deuxième âge, en tout cas, pas tout à fait les débuts, mais le deuxième âge de l'essor du manga comme industrie, comme art. C'était vraiment intéressant. C'est pas un manga, là pour le coup, sur Losers, on n'est pas sur un manga incontournable. Faut absolument avoir lu Losers. Pas du tout. On est sur un manga très secondaire, mais qui est intéressant, qui se lit très bien, qui est pas du tout chiant, et qui retrace, comme je disais, des étapes importantes du manga. Donc c'était très cool du début à la fin. Il y a un petit côté même historique au-delà du manga, c'est-à-dire que ça nous replonge dans un Japon qui n'est pas celui d'aujourd'hui, le Japon des années 60. Et donc c'est aussi super intéressant sous cet angle-là. Voilà, c'était cool. C'est un peu critiquable, entre guillemets. Enfin, le manga est vraiment bien, mais parce qu'en fait, il a le manga, donc qui est récent, hein, qui est un manga qui a été fait pour l'anniversaire du magazine, pour les 50 ans ou quelque chose comme ça, et, euh, et qui a été fait dans le magazine. Donc forcément, comment dire, c'est un retour historique, hagiographique, qui va être à la gloire de ce magazine. Ils vont pas trop dire du mal, même si on voit un peu, on les voit galérer, on les voit hésiter, on les voit prendre des décisions parfois critiquables ou quoi. Mais globalement, c'est quand même un manga qui nous retrace l'ascension de héros du monde de l'édition, quoi. Donc, donc il y a un petit côté, bon, ça se donne une petite tape dans le dos, quoi. Ils sont fiers d'eux-mêmes, mais en même temps, ils ont peut-être raison de l'être. Et c'est un manga que j'ai bien aimé lire. Voilà. Losers en 3 tomes chez Akata. J'avais pas dit les éditeurs pour les autres. L'Ère des Cristaux, c'est chez Glénat. Insomniac, c'est chez Soleil. Éditeur dont on parle pas si souvent, Soleil, mais qui a des très bons titres. Si je dis pas de bêtises, c'est eux, hein, qui font Doro et Doro aussi. Voilà, ils ont deux, trois très grosses séries, quoi, quand même. Enfin, dans mon panthéon personnel, je veux dire, parce que Insomniac n'est pas une grosse série, mais c'était trop bien, Insomniac. Bref, je reviens pas sur Insomniac. Losers, c'était très bien. C'est moins immanquable que les deux précédents, mais c'était une très bonne petite série en 3 tomes. Voilà. Si l'histoire du manga vous intéresse, c'est une bonne porte d'entrée. On a quoi d'autre après? On a Colorless. Alors, Colorless, j'avais fait un épisode il y a longtemps, parce que, alors à l'époque de l'épisode, si je dis pas de bêtises, on avait 5 tomes sur 6. C'est ça, hein, 5 tomes. Non, 6 tomes. Je suis en train de regarder l'étagère tout en vous parlant. Oui, non, pardon, mais je suis con, en plus j'ai le dernier tome dans les mains, je peux juste regarder le numéro. On avait 6 tomes sur 7, ça devait être ça, je pense. Ou 5 tomes sur 7, je sais plus où on en était. Mais il nous en manquait pas beaucoup quand j'ai fait la vidéo. Sauf que ce 7e tome, qui est la conclusion, est arrivé très tard. Il y a eu plus d'un an, je crois, entre le tome 6 et le tome 7. C'était chez Shiba Édition, un éditeur belge dont on a parlé 2-3 fois, pas souvent, mais 2-3 fois. Qui est un éditeur tout à fait intéressant. Et Colorless, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des problèmes dans le calendrier, tout ça. Ils ont mis un temps infini pour sortir le dernier tome. Je pensais même à un moment qu'on le verrait jamais, quoi. Il est quand même sorti, mais tellement longtemps après que j'avoue, j'avais un peu zappé la série. Je me rappelais même plus bien où on en était. Enfin, vous savez, quand vous avez pas lu un truc depuis un an et que c'est pas non plus votre série favorite, les détails sont un peu flous quand vous reprenez. Moi, c'était un peu ça, et j'avais pas envie de relire toute la série. Je sais pas, j'avais un petit truc de flemme, donc ça fait que j'ai pas bien profité de la fin, pour être très honnête. J'ai un bon souvenir de la série de manière générale, j'ai aimé, mais bah c'est un truc cyberpunk un peu classique qui se détache beaucoup par l'usage de la couleur que vous voyez là. Donc c'est un monde, je rappelle très rapidement, vous irez voir la vidéo, mais c'est un monde qui est en noir et blanc, mais qui est en noir et blanc diégétiquement. C'est-à-dire c'est pas le manga qui est en noir et blanc, même si le manga est en noir et blanc, mais c'est le monde qui a perdu ses couleurs. Donc là c'est comme si on voyait le monde en couleur. C'est juste qu'il n'en a pas. Mais de temps en temps, forcément, le scénario tourne autour de la recherche des couleurs, qui sont dans des substances mystérieuses. Et donc, de temps en temps, la couleur apparaît dans le récit, comme vous le voyez là. Surtout le rouge, le bleu et le vert. C'est les 3 couleurs qu'on voit beaucoup. Et dans ce dernier tome, on a beaucoup plus de couleurs, avec des cases comme ça notamment. Là, c'est vraiment, il y a de plus en plus de couleurs. Vous le voyez sur les cases. Dans les premiers tomes, la couleur est très rare. Et là, on en a de plus en plus à mesure qu'on arrive à la fin.
Voilà, c'est un petit spoil en même temps. Pas vraiment. Je pense qu'on s'en doutait. Mais voilà, il reste quand même quelques pages et vous voyez qu'elles ne sont pas toutes en couleur. Donc je ne dis pas trop. Mais voilà, mais ouais, moi c'est un peu flou cette fin. J'ai eu un peu de mal à en profiter à cause du calendrier de sortie. Faudrait que je relise la série en entier en tout cas. C'était à hauteur de la série, donc plutôt cool. C'est une histoire cyberpunk assez sombre, assez classique sous plein d'aspects avec une fille robot, une fille robot jeune et innocente, un grand mec super baraque, super fort qui va la défendre. On connaît ce schéma de l'homme tout puissant mais sombre et qui a des secrets, qui défend une jeune fille frêle et innocente mais détentrice elle aussi d'un secret. C'est le modèle Last of Us, voilà. On connaît, c'est très efficace mais on l'a beaucoup vu. Voilà, je suis un peu, je peux même pas dire que je suis mitigé, mais disons que Colorless, par son classicisme, au-delà de l'usage de la couleur, et par ce calendrier de sortie qui a fait que je me suis un peu détaché de la série, ne reste pas bien dans ma tête. C'est une série qui est intéressante. Vraiment, l'usage de la couleur, c'est un truc très particulier dans Colorless, que moi, j'avais jamais vraiment vu, je crois. Cette page est très belle, très akiresque, que j'avais jamais trop vu dans un manga, ce jeu avec l'utilisation de couleurs qui vient nous surprendre. Mais globalement, ça reste un manga assez classique. Voilà, vous faites ce que vous voulez de mon avis. Il nous en reste deux. On va finir par le plus gros morceau, enfin le gros morceau, qui est Bakemonogatari. Et on va parler de Common Bread, qui est un manga que j'avais un peu saucé sur son premier tome, premier sur 4, que j'avais été très enthousiaste sur ce premier tome. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas, il m'avait beaucoup plu. Je lui trouvais un air, je lui trouve toujours un air, c'est très très évident. De Tsutomu Niei, justement, même dans le dessin, vous voyez, le trait est quand même vachement proche de Tsutomu Niei. Y a vraiment une filiation qui est évidente. Et j'étais content, je trouvais que c'était du Tsutomu Niei avec un petit côté shonen classique, et je trouvais le mélange que le mélange fonctionnait bien. La série continue à bien fonctionner, il n'y a pas que le premier tome qui est bien, donc c'est en 4 tomes, comme je disais. Je trouve que ça devient quand même un peu trop léger finalement au fur et à mesure des tomes. Il y a un peu un manque d'enjeu quand même. Je sais pas, c'est une série qui à la fois parle de trucs très Tsutomu Niei, très la fin du monde, la modification des corps. Vous voyez, là c'est très très Tsutomu Niei quand même. Et donc ça parle de trucs très sérieux et tout, avec un ton qui finalement ne l'est pas beaucoup, donc de temps en temps c'est un peu bizarre. Il y a un mélange des genres étranges entre des personnages extrêmement légers dans leur manière de voir le monde, on va dire, et une intrigue qui se veut sérieuse. C'est un peu, c'est un peu moyen. Enfin, c'est pas mal. En vrai, ça reste une bonne surprise. Ça reste un petit truc attachant, mais c'est un petit truc. Voilà, ça reste un petit truc surtout. Mais après, c'est bien aussi les petites séries quoi. Les mangas qui sont pas là pour tout révolutionner. Comme je disais, ça ressemble beaucoup à Tsutomu Niei, donc les fans de Tsutomu Niei auront presque une fanfiction avec ça, parce que même la fin, ce qui se passe dans le 4e tome notamment, c'est très Tsutomu Niei, quoi, encore une fois. Voilà, mais j'ai bien aimé. C'est pas un grand manga, mais j'ai bien aimé. Voilà. Mon avis reste positif sur Common Bread. Je vous le conseille en vrai. 4 tomes, ça va vite. C'est une petite histoire. Faut vraiment pas en attendre trop. Mais c'est un manga très sympathique, très attachant, j'ai trouvé. L'héroïne est très sympa. Elle a un côté. Ouais, je sais pas, elle est cool. Elle est attachante. Je me suis attaché à elle. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un autre manga dont je vais parler qui est un peu le contrepoint de Common Bread. Je vais aller le chercher. J'avais oublié de le prendre. J'avais complètement zappé, pardon. Hard Gear. Hard Gear, parce qu'on en avait parlé il y a très longtemps en fait sur la chaîne. C'est vraiment une vidéo du premier âge de la chaîne. Parce que là aussi, il y a eu un gros problème, comme avec Colorless, il y a eu un gros problème de publication. Il y a eu une pause entre le tome 3, si je dis pas de bêtises, et le tome 4. Je sais pas pourquoi, je me rappelais plus ce qui venait après 3. Il y a eu une pause, mais de plusieurs années, en fait, de 4-5 ans. Ça a été vraiment une très grosse pause. Kiun, qui publie Hard Gear en France, a repris la publication très récemment, parce qu'en fait, au Japon, Tsuyoshi Takaki, pardon,
J'aurais dû boire un verre d'eau avant. Tsuyoshi Takaki, pardon, avait fait lui-même une pause en fait au Japon. La pause a eu lieu aussi. Il avait des problèmes de santé. Euh, il a repris au Japon, il a terminé la série en 7 tomes, comme vous voyez ici, comme d'ailleurs Colorless toujours. C'est marrant, les 3 derniers là, Colorless, Common Bread et Hard Gear ont des vrais points communs. Je vais les mettre un peu en lien un petit peu. Je m'exprime très mal aujourd'hui, non? Je vais parler plus lentement, je vais prendre le temps de préparer mes phrases. Et donc ça a repris en France, Kiun, ils ont terminé la série assez rapidement, les 4 tomes qui restaient sont sortis de manière assez rapprochée, et pour le coup j'ai adoré. J'adorais déjà les premiers tomes, et j'ai trouvé que c'était super bien jusqu'à la fin. Le dernier tome, donc ce tome 7, et la conclusion, hop, mauvaise page, et c'est une conclusion sur tout le tome, c'est-à-dire l'action, parce qu'il y a de l'action, hein, il y a de la grosse bagarre, hein, mais ça s'arrête au tome 6. Le tome 7, c'est que de la discussion. Les personnages sont arrivés là où ils voulaient, donc les personnages, c'était cette petite fille qui s'appelle Roux, et ce robot qui s'appelle... Comment s'appelle le robot? J'ai oublié son nom. Rock. Rock ou Non, c'est Rock. J'ai un doute. Si, c'est Rock. C'est complètement Rock. Rock ou Chrome? Ils me mettent 2 noms et je ne sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'est Rock, c'est Rock. Donc le robot et la petite fille qui sont dans un monde où il n'y a plus que des robots. Les humains ont disparu et bizarrement, il reste une humaine. On ne sait pas d'où elle vient. Et donc ce robot va se mettre en tête de la protéger et ils veulent atteindre un peu une ville de robots, un peu légendaire, dans laquelle il y aurait moyen de ressusciter le père, entre guillemets, de Roux, de la petite fille, qui est un autre robot qui l'avait élevé et qui est mort dans le premier tome. Voilà, donc c'est un peu ça la quête. Et au passage, on va nous expliquer un peu ce monde, comment on en est arrivé à ce monde de robots, cet apocalypse. Donc là, c'est la ville légendaire, qui ressemble beaucoup à une ville à la Gun. Et voilà. Et donc, ce dernier tome, c'est vraiment, ils sont arrivés à la ville et ils vont discuter. Parce que ils vont discuter avec les robots qui habitent là. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, j'en dis pas trop, mais c'est très bien mené, très intéressant. Je trouve que l'auteur Tsuyoshi Takaki, ça y est, j'ai réussi à le dire, a très bien traité son sujet, va jusqu'au bout de la thématique du choix, du post-apo, du remplacement des humains par les robots. Les robots, je l'avais déjà dit probablement dans ma vidéo, mais dans Hard Gear sont traités de manière très nuancée. C'est pas tout bien tout mal. Il y a une vraie réflexion qui est très à l'ordre du jour autour de l'IA, autour de la robotique. Euh, voilà, c'est pas du tout, c'est subtil. C'est un manga plus subtil qu'il n'y paraît, Hard Gear, qui est assez intelligent en fait, je trouve. Le propos dans ce septième tome, pardon, est vraiment est d'une certaine profondeur, je trouve. C'est pas du tout le truc de base sur les humains, les robots, tout ça. Ça va plus loin que d'habitude. Il y a une vraie réflexion. Je vais pas vous dévoiler autour de quoi tourne cette réflexion, mais elle est vraiment riche. Le seul défaut de la série, je trouve, outre son rythme de publication qui a été un peu compliqué, c'est que dans les 6 tomes précédents, il y a certaines pistes qui vont pas jusqu'au bout. Je pense que Tsuyoshi Takaki avait probablement espéré faire une série plus longue et que ses problèmes de santé, le calendrier de sortie, tout ça, a fait qu'il a un peu rushé sur la fin. Et ça se sent pas dans le tome 7, mais ça se sent dans ce qu'il n'y a pas dans le tome 7. Et ce qu'il n'y a pas, c'est l'exploitation, la conclusion de plein de persos secondaires qui étaient assez intéressants, qui étaient assez bien faits, et qu'on ne voit quasiment plus dans ce tome-là. Là, on se concentre vraiment sur la conclusion, sur les choix qu'a à faire Roux, la petite fille, que plus c'est petite, d'ailleurs, c'est plus une adolescente. Et voilà. Et il y a plein de persos secondaires qu'on a vus dans les tomes 5, 6, voilà, qu'on revoit pas et c'est un peu, on sent que ils ont été mis sur le côté, quoi, que probablement que la série aurait pu être plus longue. Voilà, mais ça reste une très bonne série. Moi, je conseille vachement à redire. Et je disais, c'est un peu à mettre en lien avec Colorless et avec Common Bread, qui sont 3 séries post-apo. 3 séries sur des mondes qui vont mal et qui les traitent très différemment. Common Bread, on est sur un truc Tsutomu Nihei, mélange shonen, c'est un peu particulier, shonen d'action. Colorless, on est vraiment sur le truc assez basique finalement, cyberpunk, euh, avec cette expérimentation graphique, mais le fond de l'histoire est assez basique. Et Hard Gear, finalement, c'est celui qui est le plus classique d'un point de vue
d'un point de vue visuel, première impression. Ça ressemble à un bon vieux manga, un bon vieux shonen d'action avec des robots balèzes qui se tapent dessus. Sauf que paradoxalement, c'est le plus riche en termes de propos. Là où Common Bread se termine par une petite pirouette à la Tsutomu et qui résout pas grand-chose et qui est faussement philosophique, Colorless, c'est plus complexe la fin. Ça devient un peu métaphysique, mais pareil, c'est tellement métaphysique que ça en devient flou. On sait pas trop ce que le manga raconte à la fin. Comme souvent, hein, c'est des fins de manga très classiques, hein, ce que je dis, où ça raconte plein de trucs, ça nous sort des explosions dans tous les sens, des arbres magiques, des trucs, les personnages meurent mais ils revivent, ils se réincarnent 1000 ans plus tard, machin. Ce genre de trucs, on connaît, c'est des fins jamais très satisfaisantes. Et la fin d'Art Gear, en revanche, pour le coup, est très satisfaisante, alors que c'était le manga le plus basique au départ, qui donne l'impression d'être le plus basique, et je trouve que c'est celui qui est le mieux mené du début à la fin. Je conseille vraiment. Art Gear, j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Voilà. Et on va terminer avec le dernier manga que j'avais préparé, Bakemonogatari, scénario Nishio Isin, dessin Oh Great, chez Pika Édition. J'ai pas dit tous les éditeurs, mais vous retrouverez ça. Je vous mets tout en lien, de toute façon. Bakemonogatari, série en 22 tomes, comme Medaka Box de l'autre série de Nishio Isin. Je sais pas s'il a un truc avec le chiffre 22, ou si c'est le hasard. Série que j'ai adorée du début à la fin aussi, mais qui est plus compliquée, parce que c'est vraiment la série du fanservice. Ben voilà, vous avez des culottes d'écolière par exemple, et c'est loin d'être le truc le plus fanservice du manga. C'est vraiment, voilà, ce genre de dessin tout le temps, 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 c'est un délire. Alors ça, c'est une des plus belles pages du manga, même dans ce que ça raconte. Mais je vous cherche du fanservice. Non, mais il y en a tout le temps. Hein. C'est même pas, c'est même pas la peine de chercher. Juste en tournant les pages, on va tomber dessus. Donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, donc c'est une série qui est extrêmement, qui sexualise à mort ses personnages féminins tout le temps. Et il y en a plein, des personnages féminins. Il y a genre un perso pour chaque type d'héroïne de manga possible. Mais c'est paradoxal. Vous voyez, hein, je ne peux rien faire, quoi. Il y en a partout. Mais en même temps, il y a un propos autour de ça. Le manga est très, très conscient de ce qu'il fait. C'est pas critique autour du fanservice. C'est plus bizarre que ça, le propos autour du fanservice. En fait, c'est un manga qui parle de l'éveil sexuel et des premiers amours adolescents, globalement, et qui en parle paradoxalement très bien. Genre, il y a des trucs ultra touchants. Moi, il y a une scène dans le... Alors, c'est pas dans le 22, je crois que elle est dans le 21, dans celui d'avant, qui m'a fait chialer. Ce qui est bizarre hein, dans Bakemonogatari, parce que ça part pas pour... Mais il y a une discussion entre deux personnages où j'ai eu la larme à l'œil. Et c'est un manga. Alors là, vous voyez, parce que donc c'est le dernier. Pareil, c'est le 22, c'est un épilogue. L'intrigue se résout complètement, mais genre complètement à 100% dans le 21. Et le 22, c'est juste pour dire au revoir aux personnages. On va faire le tour de tous les personnages et on va dire au revoir à tout le monde. C'est une bonne manière de terminer. Ça n'arrête pas. Genre, c'est un délire, hein, ce manga. Donc c'est cool. On a une belle fin qui prend son temps. Tant mieux, parce que c'est une série qui a pris son temps aussi. C'est une série très complexe, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Bakemonogatari. Ça part dans tous les sens. En gros, c'est une espèce de vampire chasseur de démons. Je simplifie à mort en disant ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais y a de la grosse baston dans Bakemonogatari. Et il y a surtout, vous le voyez sûrement depuis tout à l'heure, si vous arrivez à passer outre les seins qui gigotent et les plans culottes, c'est surtout un manga d'expérimentation graphique de dingue de Oh Great qui fait pas une case normale. C'est n'importe quoi. Toutes ces cases, c'est un délire graphique. Et moi, c'est surtout pour ça que ce manga m'a autant happé. J'ai rarement vu un manga aussi bien découpé, dessiné. C'est pas forcément mon dessinateur favori, mais c'est vraiment dans le découpage, dans la mise en scène. Il y a un truc d'expérimentation. Alors là, c'est pas les pages les plus expérimentales que je montre, mais c'est vraiment une scène très importante là, ce qui se passe. Comme je vous dis, c'est un manga sur le premier amour adolescent, quoi. Donc ça parle de ça. Et c'est expérimental à fond dans les dialogues, dans les mises en scène, dans le dessin. C'est vraiment une dinguerie. Si vous êtes prêt à passer outre le fanservice,
c'est un des mangas les plus intéressants dans le fond et dans la forme que j'ai lu ces dernières années. Il y a vraiment, ça fait des trucs que, en termes de mise en scène, que j'ai vu nulle part ailleurs. Et c'est des choses, je pense, c'est un manga très complexe dans tout ce que ça raconte et comment ça le raconte. Il y a plusieurs couches empilées de narration dans Bakemonogatari. Et je pense que c'est le genre de manga laboratoire qui est un peu trop complexe pour le grand public, un peu trop bizarre, un peu trop, ouais, pas assez direct, quoi, tout simplement. Il y a trop à réfléchir. Et donc, ça peut pas être un énorme succès, mais c'est le genre d'œuvre qui va devenir culte et qui va servir, je pense, d'inspiration pour plein d'autres artistes dans les années à venir qui vont prendre des petits morceaux de Bakemonogatari. Ça sert à rien de reprendre tout Bakemonogatari, mais qui vont prendre des petites expérimentations, des manières de faire telle ou telle case, de mettre en scène les décors. O'Great a un truc avec les décors, il les fait complètement vivre, il les rend très bizarres. Euh, c'est un manga que je trouve d'un intérêt profond. Genre, si vous vous intéressez à la mise en scène de bande dessinée, au découpage, à comment on raconte une histoire, vous voyez, des cases comme ça, c'est rien, et en même temps, faut la faire, quoi, la case. De prendre un plan comme ça derrière le grillage. C'est des trucs. Chaque case, elle a un truc, quoi. Vous pouvez fouiller Bakemonogatari dans tous les sens et vous allez trouver des choses à chaque fois. Donc, je vous le conseille vraiment. Faut passer outre le fanservice parce qu'il est tellement présent. Il y a des tomes du manga qui sont complètement consacrés à des rebonds de seins, si vous voulez. Enfin, genre, on est à ce niveau de délire sur le fanservice. Donc, faut réussir à passer outre ça parce que ça va y être. Et si vous êtes en mode, si ça vous gêne, si vous ne comprenez pas ce qui est fait autour de ça, et c'est pas bien malin ce qui est fait. C'est pas du tout l'aspect le plus malin du manga. Ça reste du pur fanservice quand même. Il y a quand même un truc de dessiner des meufs sexy tout le temps. Donc si ça va vous gêner, vous n'arriverez pas à profiter de Bakemonogatari. Donc n'y allez pas. Et c'est normal que ça puisse vous gêner. C'est un sujet quand même particulier, quoi. Enfin, sujet, je veux dire, c'est un défaut particulier du manga et c'est complètement compréhensible que vous ne vouliez pas aller là-dedans. Mais si vous êtes prêt à passer outre ce truc-là, c'est vraiment un manga de ouf, Bakemonogatari, dans le fond et dans la forme, comme je le dis. Voilà, j'ai fait un petit retour sur tous les mangas dont on a parlé, dont j'avais parlé et qui n'étaient pas terminés. Je crois que cette fois on les a tous faits. Je suis en train de les récupérer par terre, donc on va refaire un tout petit point. Hop, avant de conclure la vidéo. Donc on a Bakemonogatari chez Pika, dessiné par O'Great et écrit par Nishio Isin. L'ère des cristaux chez Glénat de Haruko Ichikawa. The Common Braid de Muji-A chez Vega Dupuis. 4 tomes. Colorless 7 tomes de Kent chez Shiba Edition. Hard Gear 7 tomes aussi de Tsuyoshi Takaki chez Kiun. Losers 3 tomes de Koji Yoshimoto chez Akata. Makoto Ojiro Insomniac en 14 tomes chez Soleil. Voilà, j'ai tout fait tomber. On est bon. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode classique cette fois. Je ne sais pas encore sur quel manga. Je voulais faire un épisode là-dessus, mais ce sera un épisode très court sur un petit manga que j'ai lu récemment, Analog Drop, qui est vraiment pas terrible. Mais je me dis justement un petit épisode de moins de 10 minutes. Ce sera mon défi, faire un épisode de moins de 10 minutes. On verra si j'y arrive la semaine prochaine. Ciao à tous, profitez bien de cet été pas très ensoleillé, comme vous le voyez. Le ciel est gris. Prenez soin de vous. Ciao!